Depuis quelques heures, la chaîne RTI2 et Radio Fréquence 2 sont désormais sur le bouquet CanalSat. La signature de la convention officialisant l'arrivée de ces deux chaînes sur le bouquet a été signée aujourd'hui à la direction générale de la RTI. Les prix du gaz fixés par le gouvernement ne sont pas respectés par tous les revendeurs alors que les consommateurs attendent que les mesures annoncées par Adama Toungara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, soient appliquées. « 235 soldats des FRCI seront déployés au Mali pour servir de bataillon logistique à la mission internationale de soutien au Mali. C'est le général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des forces républicaines, qui a annoncé le départ de la force ivoirienne. Voilà les titres à la une de l'actualité de ce jour. Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1 pour vous informer. La chaîne RTI2 et Radio Fréquence 2 sont désormais sur le bouquet CanalSat. La signature de la convention officialisant l'arrivée de ces deux chaînes sur le bouquet a été signée aujourd'hui après-midi à la direction générale de la RTI. Voyons les détails de la signature de ce partenariat avec Patricia Oumou-Etia. Après RTI1 et Radio Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui le tour de RTI2 et Fréquence 2. Ces dernières ont fait leur entrée il y a quelques heures à peine sur Canal Plus Afrique à la grande satisfaction des dirigeants. Nous avons depuis plusieurs mois entamé des discussions avec nos partenaires de Canal Plus Afrique en vue d'élargir le champ de visibilité des programmes diffusés sur nos supports RTI2 et Fréquence 2. Au terme donc de nos discussions, nous sommes parvenus à un accord dont la mise en œuvre devrait satisfaire les besoins mutuels des parties. Pour la ministre de la Communication, c'est aussi une avancée positive. Aujourd'hui, nous avons 4 chaînes sur le bouquet et il faut évidemment qu'avec ces 4 chaînes-là, nous puissions contenter tous les Ivoiriens, tant ceux qui vivent à l'intérieur de notre pays que ceux de la diaspora et même au-delà donc de la Côte d'Ivoire, je dirais même tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin par la Côte d'Ivoire. Grâce à CanalSat, la chaîne RTI2 est accessible sur l'ensemble du territoire ivoirien, mais aussi dans plus de 30 pays d'Afrique. Pour RTI2 et Radio Fréquence 2, c'est désormais un autre regard vers l'extérieur, mais également un challenge à relever pour ces deux nouveaux venus sur CanalSat. Nous voulons vraiment mériter d'être sur le tour de l'information avec des moyens propres, capables de rivaliser avec toutes les autres chaînes du monde. C'est une belle opportunité pour la deuxième chaîne de la RTI, une chaîne qui est restée longtemps coincée entre juste 150 km aux environs d'Abidjan. Aujourd'hui, se faire voir un peu plus loin, je pense que c'est une bonne chose. Il faut que nous proposions des programmes intéressants et dans les semaines à venir, nous lancerons notre grille réaménagée. La signature de la convention a mis fin à la cérémonie. La deuxième chaîne de la télévision ivoirienne, baptisée Canal 2, est née en 1983. En 1991, la chaîne est rebaptisée TV2 et depuis octobre 2011, elle est appelée RTI2. Avec ce partenariat, vous l'avez entendu, RTI2 et Radio Fréquence 2 sont accessibles aux téléspectateurs depuis quelques heures sur l'ensemble du territoire ivoirien et dans 30 pays en Afrique occidentale et centrale. Tout autre sujet, les prix du gaz fixés par le gouvernement ne sont pas respectés par tous les revendeurs. C'est ce qui ressort du constat de notre équipe de reportage qui a sillonné quelques communes d'Abidjan pour s'assurer du respect de la décision des autorités ivoiriennes. Suivons les détails de ce constat avec Emma Niamia. La réduction du prix du super qui passe de 792 francs CFA à 782 francs CFA le litre. C'est par ce communiqué du ministre ivoirien du pétrole, des mines et de l'énergie qu'a été annoncé dimanche dernier la baisse du prix du super sans plomb. En vigueur depuis le 1er avril, la mesure est effective depuis ce mardi. Hier c'était férié, donc ce matin les techniciens de Cositam sont venus et sont passés au changement de prix du carburant. Cette mesure réjouit visiblement les consommateurs qui souhaitent voir le gouvernement aller plus loin dans la lutte contre la cherté de la vie. S'il y a une réduction de 10 francs, c'est bon. C'est bon pour nous, les consommateurs. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça permettra aux clients vraiment de se maintenir pour le moment. Mais
ce qui est demandé au gouvernement de faire encore un peu d'effort. Pour ce qui est du prix du gaz butane, avec la bouteille B28, la baisse de 18 669 francs à 13 000 francs n'est pas encore effective sur tout le marché. D'ailleurs, depuis la dernière hausse, les revendeurs n'en commandaient pratiquement plus, les ménages préférant la B6 maintenue à 2 000 francs CFA et la B12 à 5 200 francs. Marie-Noëlle Koyara, la représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Elle a fait le bilan de sa mission au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Nous en parlons avec Hugues Eveblé. La représentante en Côte d'Ivoire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture aura passé environ 6 ans dans le pays. En fin de semaine, Marie-Noëlle Koyara a fait ses adieux au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. En mission en Côte d'Ivoire depuis 2007, Marie-Noëlle Koyara a dit au Premier ministre sa foi en l'agriculture ivoirienne, une agriculture qui va poursuivre son développement avec le soutien du gouvernement et l'accompagnement de la FAO. Nous sommes sûrs et certaines que très rapidement, la Côte d'Ivoire va retrouver non seulement sa place, mais dans le domaine de l'agriculture, dans la sous-région et en Afrique, mais qu'elle va encore dépasser la place d'où elle était partie. Donc je suis venu remercier et féliciter le chef du gouvernement pour cela. Avant son départ de la Côte d'Ivoire, la représentante de la FAO a exprimé au gouvernement ivoirien toute sa reconnaissance pour son soutien à son organisation. Ingénieure en agriculture, Marie-Noëlle Koyara est entrée à la FAO en septembre 1996 en tant que représentante de l'institution au Cap-Vert. Elle a également servi au Burkina Faso avant la Côte d'Ivoire. 235 éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI, seront déployés au Mali pour servir de bataillon logistique à la MISMA, mission internationale de soutien au Mali. Le général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des FRCI, a annoncé le départ de cette force ivoirienne au cours d'une conférence de presse tenue au plateau. Le général a par ailleurs annoncé l'exécution de l'opération Yaoun pour la sécurisation de la région ouest de la Côte d'Ivoire. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, déployées bientôt au Mali. Le bataillon logistique de 235 éléments ivoiriens sera au Mali à la fin de ce mois d'avril, dans le cadre de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA. Nous allons être présents au sein de ces bataillons avec un hôpital militaire de niveau 2. Cela voudrait dire que nos médecins, nos infirmiers seront à Bamako, au sein du bataillon logistique pour soutenir les frais d'armes en ce qui concerne la transformation de la MISMA en une mission des Nations Unies au Mali. La Côte d'Ivoire s'est proposée à fournir un bataillon d'infanterie type onusien, c'est-à-dire à 850 hommes. Ces 235 hommes du bataillon logistique ont tous été formés et encadrés pendant 1 mois par la force Licorne. Ils devront subir un exercice de synthèse avant leur départ, à partir du 3 avril prochain. L'apprentissage des gestes élémentaires de survie, comment faire un garrot, comment être capable de sauver un de ses camarades blessés, mais également une partie de formation au combat, comment réagir dans une embuscade, des formations davantage logistiques, puisque ce sera la vocation du bataillon. Donc comment organiser un convoi, comment s'arrêter à une halte, comment assurer la sécurité dans cette halte, comment conduire les convois logistiques. Le général du corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a également annoncé l'exécution de l'opération Yaoun, une opération de 600 militaires et gendarmes qui vise à la sécurisation totale et définitive de l'Ouest ivoirien. Et j'ajoute pour dire que formés et encadrés par la force Licorne de l'armée française, les éléments des FRCI seront au total 850 à être déployés au Mali. Plus d'une centaine d'ex-combattants seront intégrés dans les douanes ivoiriennes. Ils ont déposé leurs armes dans le cadre de la réinsertion socio-professionnelle post-crise. Pour en savoir plus, suivons les explications de Charles Tatou. Ils sont au nombre de 125 ex-combattants recrutés à la douane qui ont déposé les armes dans le cadre de l'opération de désarmement, démobilisation et réintégration pour se consacrer au développement du pays. J'insiste tous mes camarades qui détiennent encore des armes de venir déposer.
la guerre est finie. Donc je pense qu'on n'a pas besoin encore de ces armes-là. Actuellement, il faut que les bailleurs de fonds vraiment viennent investir dans le pays. Et pour cela, il faut que vraiment le désarmement soit total et que vraiment la confiance puisse être installée. Ces armes ont été réceptionnées par le président de l'association des démobilisés de Côte d'Ivoire, ADECI, sous la supervision de l'autorité de désarmement, de mobilisation et de réintégration ADDR. Une action appréciée à sa juste valeur. On a tenu à bien faire cette opération pour que les autres projets à venir, nous puissions en bénéficier. Donc il s'agit de collecter les armes pour le désarmement. Ces opérations de désarmement se feront par étapes et vont s'étendre à tous les ex-combattants sur l'ensemble du territoire. Elles répondent à la politique de sécurisation et de pacification du pays entreprise par le gouvernement en vue de rassurer les populations et les investisseurs. Et dans la lutte contre la criminalité en Afrique de l'Ouest, les recherches pour la réduction significative de l'insécurité et de la criminalité se consolident. Un projet de lutte a été élaboré par une organisation non gouvernementale engagée dans la lutte contre la criminalité au Sénégal, en Guinée et en Côte d'Ivoire. Les détails avec Herman Niamia. L'indice de sécurité en Côte d'Ivoire s'est fortement amélioré. Il est passé de 4 à la fin de la crise post-électorale à 1 aujourd'hui. Mais malgré ce bon point, certains Ivoiriens sont toujours inquiets. On peut prévoir aujourd'hui qu'il y a la sécurité, puis demain, mais sincèrement on ne souhaite pas. À mon quartier, il faut choisir des heures pour entrer, il faut choisir des heures pour sortir. Bon, presque dans la semaine, à chaque semaine, au moins quand tu arrives à la maison, tu apprends une nouvelle. Pas une bonne, une mauvaise. C'est pour répondre à ces inquiétudes que l'ONG Partners Sénégal lance son projet en Côte d'Ivoire. Dès cette semaine, les enquêteurs de l'ONG seront sur le terrain. Objectif, faire un état des lieux des causes de l'insécurité dans le pays. Je commence par 3 pays pilotes que sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. Et sur le terrain, personne n'est exclu. Il s'agit de parler à tous les acteurs pour qu'ensemble, tout le monde travaille à pacifier nos localités, mais aussi nos pays. Une action qui va dans le sens du processus de réforme de la sécurité mise en place par le gouvernement. Nous voulons un état des lieux qui nous permet de savoir si notre approche ne peut pas être davantage améliorée, s'il y a des compartiments qui n'ont pas été pris suffisamment en compte. Sinon, nous pensons que le travail a été fait. Les enquêtes sur le terrain vont durer 2 ans. Elles devraient permettre d'identifier les raisons profondes de l'insécurité et y apporter les solutions adéquates. Des délinéateurs solaires de guidage ont été installés par l'Office de sécurité routière OSER dans le district d'Abidjan. La sécurité des usagers sur nos routes demeure une préoccupation car ils sont le plus souvent victimes des accidents de la circulation et l'OSER veut sécuriser certains tronçons du réseau routier considérés comme dangereux. On en parle avec Chantal Akanda. Les accidents de la route continuent de faire de nombreux morts. Pour faire face à cette situation, l'OSER, Office de sécurité routière, a initié une série d'actions dont l'objectif est d'agir sur les facteurs humains et ceux liés à la route et son environnement. Un projet est donc initié par l'OSER qui entend contribuer à la sécurisation de la circulation sur certains tronçons dangereux du réseau routier à Abidjan et à l'intérieur du pays. En ce qui concerne le délinéateur de guidage, il s'agit de les implanter dans les virages dangereux de telle manière que la nuit, puisque ce sont des délinéateurs solaires, la journée ils sont chargés et la nuit ils éclairent. Et ça donne une sorte de balise au niveau de la section de la route où le délinéateur est installé. De telle manière que l'automobiliste ait plus de visibilité lorsqu'il négocie son virage. D'un coût d'environ 20 millions de francs CFA, ce projet pilote initié dans le cadre des actions de renforcement de la sécurité des usagers de la route prend en compte l'implantation de délinéateurs solaires de guidage dans la commune de Cocody et l'installation de 4 ralentisseurs de vitesse dans le village d'Assouba à l'entrée d'Aboisseau. Ces ralentisseurs ont pour rôle d'amener les usagers à respecter la limitation de vitesse. Lorsque vous abordez un village, vous constatez que la route est équipée de panneaux de signalisation, des panneaux de limitation à 55 km à l'heure, et puis des panneaux qui indiquent
des dangers liés à la traversée des piétons. Le panneau seul ne suffit pas. Il faut donc envisager de renforcer effectivement ce que le panneau veut transmettre comme message. Et ce sont les ralentisseurs de vitesse que les usagers semblent mieux comprendre. Signalons que sur nos routes, on déplore en moyenne 6 000 accidents qui font 600 tués et plus de 11 000 blessés. Le personnel de l'Assemblée nationale a été formé, une formation jugée nécessaire parce que la Côte d'Ivoire abrite et organise au mois de juillet prochain la 39e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Dans ce reportage, Victorine Yaoyoboué nous fait le point de ce séminaire de formation. L'Assemblée parlementaire francophone APF a décidé de soutenir la modernisation de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Cet appui porte sur l'équipement de l'institution, mais aussi sur la formation du personnel ainsi que des parlementaires. Ce séminaire de formation des fonctionnaires de l'Assemblée nationale marque donc le début d'exécution de ce programme. Un Parlement ne peut pas fonctionner sans une fonction publique parlementaire qui soit autonome, qui soit efficace, composé de gens qui ont une très haute idée de l'état de droit et des principes de la démocratie parlementaire et qui soit bien formés. Autre point important de cette formation, le traitement des archives. Le Parlement de Côte d'Ivoire est une référence dans ce domaine en Afrique de l'Ouest. Mais il y a encore des efforts à faire. Il faut moderniser le traitement de ces archives-là. Et nous avons l'appui de l'Assemblée nationale du Québec. Ils nous ont également envoyé leurs spécialistes pour mettre en place une documentation moderne qui doit aboutir d'ici moins de 3 mois à la mise en place d'une bibliothèque, d'une documentation comprenant environ 1500 à 2000 ouvrages qu'ils nous offrent. Cette formation, selon le secrétaire général de l'Assemblée nationale, va également permettre de bâtir un plan de communication institutionnelle à l'image de la nouvelle Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Comment la recherche peut-elle contribuer à la durabilité de l'agriculture en Côte d'Ivoire? Le partenariat public et privé pourrait répondre à cette préoccupation puisqu'il s'agit de plus en plus de promouvoir une mise en commun des compétences de ces deux secteurs. C'est ce que nous dit Noël Gnagno. D'igname, de bananes, de patates douces, de manioc, de haricots, poudre d'oignon, de bissap et bien d'autres. Des réponses appropriées à la problématique de la conservation des produits vivriers. Une usine pour la transformation de ces produits. Au niveau des produits de rente, le cacao et le café principalement. En culture de serre pour expérimenter de nouvelles variétés plus performantes. Tout cela visité et exposé sous le regard admiratif du ministre de l'Agriculture. Une double réponse à ses préoccupations pour le secteur agricole. On peut développer l'agriculture par l'industrialisation sans pour autant en faire une matière qui ne distribue pas suffisamment de la richesse. On peut avoir une intégration harmonieuse entre l'industrialisation de l'agriculture et puis ce qu'on appelle les petits producteurs. Le deuxième enseignement, c'est que nous sommes convaincus qu'il ne peut pas avoir de développement de l'agriculture sans développement de la chaîne de valeur. Je vais demander à mes collaborateurs de se rapprocher donc, des techniciens de Nestlé pour que nous voyions à quel niveau ils auront besoin de l'État et nous aussi nous allons voir à quel niveau nous avons besoin d'eux parce que la finalité c'est d'amener nos braves paysans à produire et à vivre décemment de leur métier d'agriculteur. Le groupe Nestlé, propriétaire de ce centre expérimental régional, pense à travers cette action déplacer les résultats de la recherche vers le côté pratique. Pour les 10 prochaines années, la distribution de 12 millions de plantes de cacao et de 27 millions de plantes de café. Mais il ne s'agit pas seulement de plantes, il s'agit aussi de former les paysans, il s'agit de les aider à s'organiser à travers les coopératives. Et notre programme va beaucoup plus loin, il faut construire aussi une quarantaine d'écoles sur l'ensemble du territoire. Finalité de cette démarche, participer à la durabilité de l'agriculture, le moteur de l'économie ivoirienne pour encore 20 ans, dit-on. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec l'appui de la coopération scientifique allemande, organise la quinzaine internationale de la science et des technologies. Cette quinzaine qui se tient du 2 au 15 avril vise à mettre en place des stratégies pour sauvegarder et protéger le massif forestier ivoirien. Il s'agit de la protection de la biodiversité en Côte d'Ivoire.
Ce mardi 2 avril, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme, un handicap au développement humain qui touche une personne sur 150 dans le monde. La Côte d'Ivoire compte plusieurs centaines de milliers de personnes atteintes de la maladie. Le diagnostic précoce de l'autisme demeure une difficulté. Alexis Ouedraogo nous en parle. En l'absence de données scientifiques, l'autisme a été pendant longtemps considéré comme une psychose parmi tant d'autres. On estimait qu'il trouvait son origine dans une relation de mauvaise qualité entre la mère et l'enfant. Les tentatives de traitement étaient donc exclusivement psychanalytiques. Avec tous les insuccès, de nouvelles recherches scientifiques ont permis d'en cerner l'origine. De nombreux arguments indiquent aujourd'hui la participation de facteurs génétiques. Trop souvent, le soupçon n'apparaît qu'avec la scolarisation en classe maternelle, alors que les symptômes, eux, apparaissent avant l'âge de 3 ans. L'autiste établit difficilement des contacts avec les autres. Il s'adonne à des jeux obsessionnels, éclate de rire sans raison valable, semble être sourd et fait des crises de larmes. L'autiste résiste aux méthodes conventionnelles d'enseignement, présente des anomalies du langage, préfère s'isoler et exprimer ses besoins par des gestes. Bien que des améliorations puissent se produire dans différents domaines, dans la plupart des cas, l'autisme constitue un très grave handicap sur le plan verbal, intellectuel et social. Pour l'heure, aucun traitement n'a fait ses preuves sur le plan curatif. À Ouaragné, dans la région de Korogo, 39% des jeunes filles de 13 à 17 ans sont en grossesse. Les artisans et les tisserands de Ouaragné ont décidé de mener une campagne de sensibilisation à travers le village pour freiner ce fléau. Reportage Soro Corona, commentaire d'Erasouba Larsende. Selon les données du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, 28% des jeunes entrent en activité sexuelle entre 13 et 17 ans. 22% des filles contractent dans ces tranches d'âge leur première grossesse. À Ouaragné, dans la région de Korogo, les chiffres sont largement supérieurs à la moyenne nationale. Dans ce village de tisserands et d'artisans, on estime à 39% le taux de grossesse précoce. Face à ces chiffres alarmants, l'association des jeunes de ce village mène des actions sur le terrain. À partir d'aujourd'hui, à partir de la sensibilisation, nous allons organiser des groupes au niveau de l'association, puisque dans l'association, il y a un grand nombre de jeunes. On va regrouper des jeunes pour sensibiliser les gens, les cours de quartier en quartier. Soutenue par l'ONG Search for Common Ground, cette association a initié une sensibilisation de proximité pour mieux échanger avec les populations cibles sur les dangers auxquels elles s'exposent. Ces jeunes filles ont bien perçu le message. Un enfant de 14 ans fait un bébé, c'est un enfant qui a fait un enfant. Mon garçon a fait un rapport sexuel, je lui dis de se protéger. Il refuse mon sexuel. Ces séances de sensibilisation vont s'étendre sur un mois. Cette association entend amener les filles de ce village à comprendre la nécessité d'atteindre l'âge de la majorité avant de prendre leur première grossesse. Nombreux sont les filles qui portent les grossesses précoces dans les villages et campagnes du pays. Cet état des faits compromet l'avenir de cette jeunesse. Le Scrabble sera un moyen pédagogique pour la formation des enfants d'une école dans la commune d'Atekoubé, dans le district d'Abidjan. Ces enfants se retrouvent tous les mercredis et samedis pour jouer au Scrabble, pourtant reconnu mondialement comme une activité sportive. Mamadou Kouassi nous en parle. Le mot est verbe à l'infinitif qui exprime la réconciliation. Ce n'est pas un cours, c'est une partie de Scrabble dans une école primaire dans la commune d'Atekoubé. Pendant 1 heure, les enfants doivent imaginer des mots, être stratégiques pour gagner des points et ça les amuse. Le Scrabble permet d'apprendre mes leçons, d'être fort en classe. Le Scrabble me permet de m'amuser et apprendre mes leçons. Le Scrabble me permet de ne pas être discret en classe, d'apprendre beaucoup de choses. Derrière ce jeu amélioré, toute une pédagogie imaginée par cet homme, un enseignant passionné du Scrabble, sans aucun moyen, mais un objectif, faire progresser les enfants tout en les amusant. En apprenant à jouer au Scrabble, on apprend aussi à mémoriser. On apprend à mémoriser, à écrire et on améliore son orthographe, son vocabulaire, grammaire, tout ça. Des progrès surveillés de près par les autres enseignants qui soutiennent l'initiative de Diarasouba, car les résultats sont au rendez-vous. Au niveau du rendement scolaire, il y a eu de véritables changements. Tout en jouant, ils apprennent, ils révisent les leçons, que ce soit les sciences, les mathématiques, le français. De bons résultats qui se confirment généralement dans le secondaire. Et en 4 ans, 150 enfants
de 8 à 12 ans sont passés par ce club de Scrabble. La partie de Scrabble terminée, les enfants rentrent tous à la maison pour étudier et aussi préparer le prochain festival international de Scrabble francophone. Il aura lieu du 2 au 5 avril prochain à Yopougon et ces petits génies sont les invités d'honneur. Les Ivoiriens s'accommodent bien des marchés de nuit qui se développent un peu partout dans les quartiers d'Abidjan. Ces marchés sont des lieux prisés pour les personnes à revenus modestes. Le constat est fait par Francis Boifo. Image saisissante au grand carrefour de Koumassi. Il est 21h moins le quart et ce marché de fortune grouille de monde. Ici, on trouve un peu de tout. Vêtements, chaussures, sacs à main, produits cosmétiques et bien d'autres. Mais pourquoi choisir la nuit pour faire des achats? Parce que la journée, je n'ai pas le temps. Et puis, dans la nuit, ici aussi, c'est moins cher. Moins cher, d'accord, mais prudence d'abord, au risque de tout perdre. Pendant que je marchandais un article, il y a quelqu'un qui est passé derrière moi et il a ouvert mon sac. N'eût été ma vigilance, je serais parti avec mes portables. Cela dit, le marché de nuit du Grand Carrefour de Koumassi est une véritable opportunité d'affaires pour les commerçants. Ici, on ne peut pas vendre cher, comme dans les magasins. Quand tu payes quelque chose à 1000 francs, tu peux le revendre à 1500 ou bien 2000. Donc on peut dire que ça va, on gagne. À côté des gains financiers, des difficultés surtout en saison de pluie. Donc quand il pleut, on ramasse sa marchandise et puis bon, on va chercher un abri. Et quand la pluie cesse, on revient. Mais on fait encore des entretiens sur la marchandise. Ça nous fait perdre beaucoup d'argent. Contrairement au marché de nuit du Grand Carrefour de Koumassi, celui de Port-Boué a été autorisé par les responsables de la commune. Bon, l'étalage à l'intérieur se lève à 150 et les vendeurs de poulet à 200 francs. Le marché de nuit de Port-Boué offre des produits alimentaires variés. C'est même un lieu de restauration pour certaines personnes. Je viens de temps en temps quand madame n'a pas préparé à la maison parce qu'elle aussi n'a pas le temps, elle travaille les nuits. Mabordio Ouattara est vendeuse. Approchée, elle fait le point entre les ventes de la journée et celles de la nuit. Ça ne marche pas la journée, mais c'est le soir, ça donne très bien. Jusqu'à 0h, je suis pointée. Tant que ça marche, je suis là. Les marchés de nuit, l'on en trouve dans presque toutes les communes du district d'Abidjan. Ils poussent comme des champignons. Ils présentent des avantages pour des personnes à revenus modestes et celles qui n'ont pas le temps de faire les courses dans la journée. Malheureusement, beaucoup de ces marchés ne sont pas sécurisés. L'actualité hors de nos frontières, c'est aussi la situation qui prévaut au Mali. Un pas de plus a été franchi en faveur de la réconciliation entre Maliens. Une commission dialogue et réconciliation dans le cadre de la normalisation de la situation sociopolitique dans le pays a été mise sur pied. Traoré Oumou Touré est une figure de la société civile malienne. Militante pour l'intégration des femmes dans la vie publique du pays, elle affiche sa détermination pour mener à bien son rôle de vice-présidente de la commission Dialogue et Réconciliation. Je m'engage solennellement, aujourd'hui comme toujours, à servir loyalement ce pays. Toutes les fois où mon pays a besoin de moi, sur les fronts du combat sans armes, je serai là. Comment rétablir la confiance dans un Mali meurtri par la guerre et la division? C'est aussi la question à laquelle Métier Ag Mohamed Rissa devra répondre. Touareg, originaire de la région de Kidal, il aura la lourde tâche de faciliter la reprise du dialogue dans le Nord. Je sais que c'est une mission très difficile. Et c'est une mission en réalité qu'on donne aux gens en qui on a confiance. Je mesure le poids de cette confiance. Pour une reprise du dialogue national, la commission devra recenser toutes les forces politiques, y compris les groupes armés susceptibles de rejoindre la table des négociations. Une mission de terrain dont le président de la commission, Mohamed Salia Sokona, ancien ministre de la Défense et diplomate, sait qu'elle prendra du temps. Vous savez, quand il y a un préjugé favorable, ça veut dire que vous avez une tâche énorme. Ça veut dire que vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc c'est pourquoi je disais tantôt que c'est un grand défi, un grand challenge qui nous attend. Les 30 membres restants de la commission Dialogue et Réconciliation seront connus à partir de la semaine prochaine. Et dans le cadre de la normalisation et du maintien de la paix au Mali, je rappelle que 235 soldats ivoiriens seront déployés dans le pays. Ces soldats des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont été formés et encadrés par la force Likon. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.